Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va détailler maintenant les résultats économiques de ma thèse sur la viabilité des micro-fermes maraîchères biologiques. Je rappelle que tous ces supports sont utilisables, modifiables comme vous le voulez à partir du moment où vous citez la source. Juste aussi un petit rappel, cette thèse dont je présente les résultats a été menée de 2014 à 2016 sur une vingtaine de micro-fermes au nord de la Loire. Dans une première vidéo précédente, je vous ai présenté un petit peu la diversité des projets de micro-fermes, de leurs stratégies et de leurs aspirations. Et là, maintenant, on va se pencher en particulier sur les résultats économiques, sur le temps de travail et le revenu. Et donc, du coup, ces données sont issues d'un travail de modélisation que j'ai réalisé à partir de données précises collectées sur 10 microfermes. Donc, dans cette vidéo-là, je présente juste les résultats. Je ne présente pas toute la méthodologie scientifique qu'il y a derrière, puisque ça, vous pourrez la trouver dans la thèse ou dans les articles scientifiques associés. Donc, voilà, on a vu précédemment que clairement, la viabilité d'une ferme et d'une micro-ferme en particulier, ça recouvre un ensemble de dimensions, c'est la capacité de la ferme à répondre aux aspirations à la fois immatérielles et matérielles de la maraîchère ou du maraîcher. Ces aspirations sont variées, c'est l'autonomie, la recherche de sens et d'engagement, de qualité de vie, de revenus et le travail. Mais donc là, maintenant, on va se focaliser vraiment sur le revenu et la charge de travail. Donc, on fait un zoom par rapport à ce qu'on a déjà évoqué. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur trois catégories de choix stratégiques qui sont clés dans la viabilité économique: les choix de commercialisation, les choix d'investissement et les choix de gestion technique. Donc là, je vais vous présenter un travail de modélisation. Donc, c'est un travail, on va dire, qui nous aide à réfléchir. Il faut le prendre avec une réflexion, une réflexivité, un sens critique, mais c'est plutôt pour donner des grands ordres de grandeur. Alors, en fait, dans mon travail, j'ai exploré des grands scénarios stratégiques. Par scénario stratégique, j'entends une combinaison d'un système technique, donc un ensemble de techniques, d'une stratégie de commercialisation et de stratégie d'investissement. Et donc, ces scénarios et les différentes options, je les ai construites par rapport à ce que j'avais vu précédemment sur les micro-fermes, et puis aussi en dialogue avec les maraîchers pour que ça leur parle. Donc, d'un point de vue technique, il y avait trois stratégies possibles que j'ai testées dans ma thèse. En termes de commercialisation, deux stratégies possibles. Et en termes d'investissement, on avait deux stratégies d'installation et puis aussi une possibilité de considérer la ferme en routine après l'installation. Donc maintenant, je vais vous détailler un petit peu ces scénarios avant de détailler les résultats. Donc en termes de système technique, j'ai distingué en gros trois grands systèmes techniques que j'ai appelés donc micro, agriculture manuelle, maraîchage bio-intensif et maraîchage, on va dire, diversifié bio classique. En gros, ce qui distingue ces trois systèmes, c'est d'abord le niveau de motorisation. Donc dans le système manuel, tout se fait de manière manuelle. Et donc comme on n'a pas de binage mécanique, le binage mécanique derrière un tracteur, ça nécessite de laisser un certain espacement entre les légumes pour pouvoir passer les outils. Donc si on n'a pas de binage mécanique, ça permet de resserrer un peu les rangs, donc d'avoir une densité d'implantation un peu plus importante. Et donc dans ce système manuel, à gauche, on est vraiment sur des petites surfaces et donc on cherche vraiment à intensifier la production, donc aussi en utilisant des associations de culture. On a des pratiques bas intrants. Donc, ce que j'appelle pratiques bas intrants là, dans tout ce travail, c'est en gros des pratiques qui vont nous permettre de limiter l'achat d'intrants extérieurs, donc que ce soit des engrais, des fertilisants organiques et aussi des produits, on va dire phytosanitaires, même biologiques. C'est des pratiques qui vont, par exemple, consister en du compostage sur place, faire soi-même ses décoctions, donc qui vont permettre de limiter les intrants, donc de limiter les charges. Mais en fait, dans le modèle, ça va se traduire en une augmentation du temps de travail, parce que préparer ces intrants, gérer sa facilité localement, ça demande plus de travail que d'acheter juste
un paquet d'engrais organiques dans le commerce. Donc voilà, il y a une tension autour de ça, quoi. D'un côté, on limite les intrants, mais on augmente un peu le temps de travail. Et puis dans ce système manuel, hein, toujours à gauche, comme on est vraiment sur les petites surfaces et qu'on va optimiser au maximum la surface, on ne fait pas d'engrais verts. Et ça permet vraiment de se faire enchaîner les cultures rapidement dans l'année. Donc sur une même planche, on peut avoir de 2 à 6 cycles de culture par an. Ça, c'est le système manuel, vraiment tout à la main sur les petites surfaces et on optimise au maximum l'espace. Ensuite, on a le système dit bio-intensif, où là, on a une motorisation moyenne. Alors, motorisation moyenne, ça veut dire qu'on a une petite motorisation, donc soit avec un motoculteur, soit avec un tracteur, uniquement pour le travail du sol. Donc, ce travail du sol est motorisé. Par contre, une fois qu'on a fait le travail du sol, souvent superficiel, tout le reste se fait de manière manuelle. Donc, ça permet quand même d'avoir une densité d'implantation forte, parce que le binage, le désherbage, ne se fait pas de manière mécanique. Dans ce système-là, on a du coup pas d'association de culture. Hein. C'est des systèmes avec des planches souvent assez voilà, avec une seule culture assez propre. Hein. C'est inspiré de Jean-Martin Fortier, par exemple, avec des pratiques bas intrants ici par rapport à ce que j'ai vu en France. Donc quand même une recherche d'autonomie. Mais là, on va essayer d'avoir des engrais verts dans les successions culturales, ce qui fait que même si on a une volonté d'enchaîner les cultures, bah, le fait d'avoir des engrais verts, ça fait qu'on a moins de cycles de culture qui s'enchaînent hein, par rapport au système manuel, donc on est de 1 à 4 cycles de culture par an. Donc ça, c'est le système bio-intensif. Et on a un troisième système que j'ai testé dans mon modèle, hein, qui est le système diversifié bio que j'ai appelé classique, avec des gros guillemets, hein, c'est plutôt un système témoin qui dit, voilà, qu'est-ce qui se passe si j'essaye d'appliquer une logique classique à une microferme. Donc j'ai une forte motorisation, des tracteurs pour beaucoup de travail, une densité d'implantation plus faible parce qu'on bine mécaniquement, donc on laisse de la place entre les rangs. On ne fait pas d'association de culture, on achète les intrants dans le commerce, on ne fait pas d'engrais verts et on a 1 à cycle de culture par an. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, qu'est-ce qui se passe si on essaie d'appliquer à une microferme une logique classique. Donc ça, c'était les 3 systèmes techniques que j'ai pu comparer dans mon modèle. Ensuite, en termes de commercialisation, je vais vous détailler des grands choix que j'ai essayé de tester dans mon modèle. Hein. Tout à l'heure, on a parlé de 3 systèmes techniques. Hein, je ne l'ai pas dit, mais je peux revenir dessus. Les 3 systèmes techniques, c'est un peu à considérer comme des cas d'école ou des caricatures. Hein. En vrai, aucun maraîcher ne rentre exactement dans aucune des boîtes. Il y a des gens qui sont dans les systèmes intermédiaires. Donc là, les 3 systèmes, c'était vraiment juste pour nous aider à réfléchir. Et c'est pareil là pour les 2 stratégies de commercialisation. C'est des grandes logiques, un peu des cas d'école, de caricature. Donc on a en fait d'un côté la commercialisation sur 12 mois, donc toute l'année, où là on va faire toute une gamme de légumes en incluant toutes les cultures de conservation hivernale. Donc c'est les pommes de terre de conservation, les carottes de conservation, les oignons de conservation. Et souvent ce sont des légumes qui vont occuper l'espace plus longtemps, hein, avec une plus faible valeur ajoutée que leur équivalent en primeur. Une patate de conservation par rapport à une pomme de terre primeur, bah, ça reste plus longtemps en terre et ça se vend moins cher. Donc, il y a certains maraîchers sur les petites surfaces qui, par exemple, inspirés de Jean-Martin Fortier, qui disent bah, nous, sur les petites surfaces, on a peut-être intérêt économiquement à limiter ces cultures de conservation, à plutôt avoir uniquement des légumes primeurs. Hein. Si on fait de la pomme de terre, on la fait en primeur. Si on fait des carottes ou des betteraves, on les fait uniquement en primeur. Comme ça, ça nous permet d'enchaîner plus de cycles de culture parce que c'est des cycles souvent plus courts et également de mieux valoriser. Donc ça, bien sûr, il y a un débat hein, autour de ce choix parce qu'il y en a qui disent oui, mais si on est maraîcher, il faut avoir toutes les cultures de conservation, on ne peut pas être dépendant d'autres producteurs. Donc il y a des maraîchers sur microferme qui mettent un point d'honneur à faire toutes les cultures de conservation. Puis il y en a d'autres qui disent mais non, nous on n'est pas fortement mécanisé, c'est pas à nous de faire les pommes de terre et les carottes. Pour ça, on va s'associer avec un producteur sur plus grande surface qui est plus équipé et on va collectivement constituer une offre commerciale. Donc voilà, les deux stratégies peuvent s'entendre, mais en tout cas, c'est 2 stratégies un peu
contrastée de commercialisation. Donc d'un côté, toute la gamme de légumes, et de l'autre côté, on se focalise sur des légumes, on enlève les cultures de conservation. Et en général, là dans le modèle, on considère que quand on enlève les cultures de conservation, on est plutôt sur une commercialisation, par exemple sur 9 mois, d'avril à décembre. Alors que dans le reste, dans la commercialisation sur 12 mois, c'est une commercialisation sur toute l'année. Donc voilà, on a vu les 3 systèmes techniques possibles et 2 stratégies de commercialisation. Maintenant, on va regarder les stratégies d'investissement. Donc là, dans le modèle, c'est un modèle, on considérait qu'on n'avait pas beaucoup de capital de départ, zéro capital propre. Ça veut dire, voilà, qu'est-ce qui se passe si je dois m'installer et que j'ai pas de capital propre et que je dois tout emprunter. Ça, c'est aussi un cas un peu d'école, parce qu'en vrai, souvent, on a quand même toujours un peu d'économie la plupart du temps, mais on voulait tester un peu le cas extrême, qu'est-ce qui se passe si on n'a pas d'argent et au départ, et qu'on emprunte et qu'on veut s'installer. Donc c'est ça qu'on a considéré dans le modèle. Et après, en termes d'emprunt, on a considéré 2 grandes stratégies, aussi assez extrêmes et contrastées. Une installation à bas coût, ou alors dans laquelle on va au maximum acheter du matériel d'occasion ou de récupération et favoriser l'autoconstruction au maximum pour les équipements, les outils, etc. Donc dans cette stratégie-là, les emprunts sont limités, on limite les emprunts, donc on limite aussi les remboursements les premières années des emprunts, mais on a pu mettre en évidence sur le terrain, à partir des données de terrain, que ça augmente énormément le temps de travail, parce qu'il faut aller récupérer du matériel, autoconstruire, etc. Donc on remplace les emprunts par du travail. Et l'autre stratégie, l'installation à haut coût, là c'est l'inverse. En gros, on veut dire, nous on a envie d'avoir un outil de travail fonctionnel assez rapidement, avec du matériel neuf, pas d'autoconstruction. Donc on a des emprunts plus élevés au départ, mais on a au départ un temps de travail plus faible, et on peut du coup utiliser ce travail pour produire plutôt que d'autoconstruire. Donc aussi là, ces deux stratégies un peu caricaturales. Dans les faits, il y a des gens qui peuvent choisir d'autoconstruire certaines parties de leur équipement et d'acheter neuf une autre partie. On a toute une diversité. Là encore, on est dans des cas d'école pour nous aider à réfléchir. Et ensuite, après qu'on a considéré ces 2 stratégies d'investissement, on a aussi regardé une hypothèse en routine. On dit par exemple après 5 ans que tous les emprunts ont été remboursés, qu'on n'a plus de travail pour l'autoconstruction, et donc on voulait regarder qu'est-ce qui se passait d'un point de vue économique à ce moment-là. Donc maintenant que je vous ai présenté un peu les différents scénarios que j'ai pu tester grâce à la modélisation, et avant de vous donner les résultats finaux en termes de revenus et de temps de travail, je vais quand même vous préciser que tous ces calculs, tous ces modèles sont basés sur des données précises de rendement, de temps de travail que j'ai collectées sur les 10 micro-fermes partenaires du projet. Et donc vous pourrez trouver toutes ces données dans le rapport de diffusion de ma thèse. Là vous avez le lien. Et je mets vraiment un gros point d'exclamation. Il faut vraiment être très prudent sur toutes ces données. Elles sont là pour donner des idées. Elles peuvent aider à dimensionner un projet, à réfléchir. Mais voilà, elles ont été collectées sur une dizaine de micro-fermes qui étaient relativement jeunes, dans des contextes très particuliers. Et donc voilà, il faut les prendre avec beaucoup de pincettes. Il ne faut pas hésiter à aller regarder au maximum s'il y a des références locales qui existent par rapport à son projet, essayer de voir quelles sont les données utilisées ou les rendements, par exemple, que si on fait un stage sur une ferme ou si on s'installe dans un coin et essayer de trouver un peu ce qui se passe chez les maraîchers à côté. Enfin, voilà, faut pas prendre ces données comme la Bible, où il faut vraiment les critiquer et puis essayer d'en trouver d'autres. Donc, par exemple, dans le document, et là je vous montre ça juste pour vous inciter à aller voir le document et à le parcourir, le rapport de thèse, vous pourrez trouver pour 50 légumes des fourchettes de prix, par exemple, que j'ai considérées dans le modèle, des fourchettes de rendement, min, max, médiane, pour des pratiques à basse densité ou à plus haute densité. Aussi des temps de production en minutes par mètre carré
pour le système technique d'agriculture manuelle, pour le système bio-intensif ou pour le système classique. Donc là, je ne détaille pas pour vous dire que ces données existent, donc vous pourrez aller voir dans le rapport. Et dans le rapport, il y a aussi tous les points de vigilance hein, sur, par exemple, les unités. Hein, quand on parle de minutes par mètre carré, est-ce que c'est des mètres carrés cultivés? Est-ce que ça intègre les allées? Qu'est-ce qu'on intègre dans la production ou pas? Tout ça, c'est détaillé dans le rapport. Donc, il faut bien lire si on veut utiliser toutes ces données. Il y a aussi donc des résultats intermédiaires, hein, de chiffre d'affaires au mètre carré, de temps de production au mètre carré, de chiffre d'affaires par heure, en fonction du système technique, en fonction de la stratégie d'installation, en fonction de si on est en routine à l'installation, etc. Tout ça, c'est dans le rapport. Donc, encore une fois, c'est juste pour vous donner envie d'aller lire ce rapport, de vous en imprégner et de bien être vigilant quand vous allez le parcourir. Il y a aussi des chiffres, hein, des hypothèses que j'ai utilisées pour calculer les charges, pour calculer les revenus. Donc encore une fois, je ne détaille pas, c'est pour vous donner envie d'aller voir ce rapport. Pareil, en termes d'investissement de départ, combien ça coûte pour les serres, quelles sont les aides à l'installation, etc., etc. Donc tout ça, hein, ça va aider pour faire les simulations que je vais vous montrer, que je vais vous présenter. Donc c'est juste pour vous dire que tous ces chiffres-là de viabilité que je vais vous donner, ils ne tombent pas du ciel. Hein. Derrière, il y a un travail minutieux de collecte de données, d'hypothèses, de charges, de rendement, de temps de travail, de coûts. Donc voilà. Maintenant, on va regarder les résultats des simulations, hein, et donc en termes de viabilité économique. Donc vraiment là, dans ce travail, j'ai considéré que la viabilité économique, c'était la capacité de la ferme de générer un revenu minimal net par mois sans dépasser une charge de travail qu'on jugeait maximale. Donc après, le niveau de revenu qu'on souhaite minimal, il peut varier selon les fermes en fonction de est-ce qu'on a des enfants, est-ce qu'on est seul, est-ce qu'on a un conjoint, une conjointe qui travaille, est-ce que voilà, est-ce qu'on est dans une démarche de sobriété, est-ce qu'on a envie d'aller beaucoup au cinéma, enfin voilà, il y a un certain nombre de critères qui sont à prendre en compte. Donc, vous verrez dans les résultats, à chaque fois je présente différents niveaux de revenus souhaités. Et pareil en termes de travail, de charge de travail, je distingue deux charges de travail possibles, soit 1800 heures par an, donc 1800 heures par an à ne pas dépasser. Donc 1800 heures, en gros, ça équivaut à 35 heures sur 50 semaines. Hein. Donc c'est très exigeant, hein, c'est en maraîchage. Classiquement, on est quand même beaucoup au-dessus de ça. Et l'autre niveau d'objectif possible, c'est 2500 heures par an. Et là, 2500 heures, on est plutôt à 50 heures en moyenne sur 50 semaines. Donc là, je vais vous présenter les résultats hein, de l'impact du système technique sur la viabilité économique. Donc là, on considère des systèmes en routine, donc on n'a pas d'emprunt, on n'a plus d'emprunt à rembourser, et pour une commercialisation sur 12 mois avec des cultures de conservation. Donc en gros, voilà, ces paramètres-là sont fixés, on regarde juste l'impact du système technique. Et vous avez trois petits graphiques, hein. À chaque fois, c'est les pourcentages qui sont présentés, c'est les chances, les probabilités d'arriver à atteindre 600 euros de revenus mensuels nets, 1000 euros de revenus mensuels nets ou 1400 euros de revenus mensuels nets pour les trois systèmes qu'on a décrits, hein, manuel, bio-intensif et classique. Et à chaque fois, hein, il y a les probabilités d'y arriver. Si on ne veut pas excéder 1800 heures de travail par an et si on est prêt à travailler jusqu'à 2500 heures par an. Et on voit par exemple, si on prend le graphique du milieu, hein, que pour le système manuel, les chances d'arriver à dégager 1000 euros net de revenus par mois sans dépasser 1800 heures par an sont autour de 30%. Alors que si on a le même objectif de revenus de 1000 euros et qu'on est prêt à travailler jusqu'à 2500 heures par an, là on augmente les chances de viabilité jusqu'à 70% en routine. Donc ça montre bien aussi hein, que plus on a un objectif de revenu élevé et plus on a un objectif de travail ambitieux, plus c'est compliqué hein, d'atteindre ces objectifs. Donc il faut bien sûr se poser la question hein, de qu'est-ce qui est primordial, quel niveau de revenu on juge décent, quel niveau de travail on juge acceptable. Et voilà, dans certains cas, certaines personnes préfèrent travailler plus pour gagner plus, d'autres préfèrent travailler un peu moins, quitte à gagner un peu moins. Donc c'est important
d'être très clair par rapport à ça pour aussi structurer son projet. Donc, ces résultats, quand même, ils sont intéressants parce qu'ils montrent que si on prend les niveaux de viabilité, hein, que les logiques d'intensification par unité de surface, donc de densifier, associer les cultures, etc., et de mettre en avant des pratiques écologiques bas intrants, hein, basées sur l'autonomie de la ferme, ça peut permettre quand même un niveau supérieur de viabilité économique, hein, par rapport à une logique classique euh, sur une petite surface. Hein, donc ça c'est intéressant, ça montre bien que si on veut s'installer sur une petite surface diversifiée, on a intérêt à partir sur des logiques manuelles ou bio-intensives qui sont plus propices à atteindre la viabilité qu'un système classique. Hein. Le système classique, il peut être viable, hein, mais sur des surfaces plus grandes. Hein, parce que dans un système classique, on investit dans des tracteurs, dans des outils, etc. Et il est pertinent aussi, mais sur des surfaces plus importantes. Si on est parti sur des petites surfaces, le système classique, on peut pas, c'est difficile d'amortir quelque part l'investissement qu'on a fait dans le matériel, dans les équipements. Et donc c'est pour ça que ce système classique, avec beaucoup d'investissement et beaucoup de matériel, il n'est pas adapté à la petite surface. On voit bien que sur une petite surface, des stratégies manuelles ou bio-intensives mènent à des plus hauts taux de viabilité. Donc ça, c'est intéressant. En termes de surface cultivée, hein, on voit que pour les systèmes manuels, hein, dans ce que j'ai pu voir, en termes de surface cultivée, donc là on intègre les passe-pieds mais pas les autres espaces de la ferme. Pour l'agriculture manuelle, on était en moyenne autour de 2600 m² cultivés, mais avec une fourchette entre 1000 à 4500 m² cultivés. Alors que pour le système bio-intensif, on était plutôt en moyenne à 5000 m² cultivés, mais avec une fourchette entre 2000 et 9000 m² cultivés. Donc ça montre bien aussi que voilà, par rapport à certaines références qu'on peut avoir, même pour un système manuel sur très petite surface, c'est quand même bien de considérer au moins 2500 m² cultivés, hein, 1000 m² cultivés, qui étaient un petit peu les références de l'étude du Becqueloin. C'est un cas vraiment extrême et très particulier. Donc même si on part sur un système manuel à très peu d'investissement, on a quand même plutôt intérêt à partir sur au moins 2500 mètres carrés. Après, bien sûr, à contextualiser selon les situations. Et en tout cas, c'est bien d'avoir un peu de, même si on part sur un système très manuel, d'avoir quand même un peu de marge de réserve si on veut augmenter ses surfaces à un moment donné, si on voit que la petite surface ne suffit pas, etc., etc. Ce qu'on voit aussi, c'est que dans les systèmes plus manuels et plus intensifs, par rapport à un système qui serait plus classique, on a aussi plus de parts de serre dans la surface, parce que c'est aussi la serre, c'est aussi un moyen nécessaire pour augmenter la production, en particulier, bon là c'est au nord de la Loire, en particulier en hiver. Donc la part des serres aussi est à réfléchir dans un projet d'installation en microferme. Tout ça est bien aussi discuté dans le rapport, hein. Vous pouvez vous y référer. Donc maintenant, si on regarde l'impact du choix de commercialisation sur la viabilité économique, donc là je vous présente un graphique qui montre les chances d'atteindre un objectif de revenu de 1000 euros net par mois sans dépasser 2500 heures de travail par an, hein, donc 50 heures de travail par semaine. Donc là dans une optique de routine. Donc on voit les chances de viabilité pour les systèmes manuels bio-intensifs classiques, les chances d'atteindre sa viabilité si on est sur une stratégie de commercialisation sur 12 mois avec des cultures de conservation, hein, c'est les colonnes avec des pommes de terre, et une stratégie où on a enlevé ces cultures de conservation de la gamme, hein, c'est les colonnes avec le radis, hein, et on voit que pour un système donné et pour un objectif donné, le fait d'enlever les cultures de garde, ça permet d'augmenter un petit peu les chances de viabilité économique, hein, parce que on peut enchaîner plus de cultures qui ont des cycles plus courts et avec une plus haute valeur ajoutée. Donc c'est intéressant éventuellement comme levier économique. Après, ça pose bien sûr d'autres questions, hein, parce que enlever ces cultures de garde, ça peut être compliqué d'un point de vue commercialisation, hein, si on commercialise en panier ou dans des circuits où on a besoin d'avoir cette culture de conservation,
on peut faire le choix de les intégrer, hein. Puis il y a aussi des questions un peu éthiques. Il y a des maraîchers qui considèrent que c'est trop facile de laisser les cultures de conservation à d'autres agriculteurs et que, en tant que maraîchers, pour eux, ça fait partie de leur métier aussi de produire des cultures de conservation. Voilà, alors que pour d'autres, c'est pas un problème de laisser ces cultures de conservation à des agriculteurs plus mécanisés et se focaliser sur une gamme plus restreinte sur petite surface. Donc ça, bien sûr, c'est à considérer chacun dans son projet, comment on peut se positionner par rapport à ça. Et on peut aussi indiquer, hein, que si on se focalise sur une commercialisation sur une plus courte période, ça peut aussi impliquer des pics de travail, hein, en particulier en été, hein, si on veut faire le maximum de son chiffre d'affaires sans intégrer les ventes en hiver, et ben, ça peut représenter plus de travail en été. Donc il faut aussi l'intégrer dans la réflexion. Donc maintenant, on peut aussi regarder les stratégies d'installation. Donc c'est intéressant là de voir sur ce graphique donc les chances, le graphique montre les chances d'atteindre 1000 euros net par mois sans dépasser 2500 heures par an pour les différents systèmes. Et on voit les deux possibilités d'installation, installation à bas coût, installation à haut coût, et puis la routine. Donc déjà, ce qu'on voit, c'est que clairement, la phase d'installation est plus compliquée, hein, c'est plus compliqué de générer un revenu dans la phase d'installation parce qu'on a des emprunts à rembourser. Donc ça, c'est pas un scoop, hein, c'est tout à fait logique et naturel, mais en tout cas, ça questionne, hein, sur la fragilité potentielle de la structure à l'installation et donc la nécessité de réfléchir à quelles sont éventuellement des sources de revenus complémentaires pendant les premières années. Est-ce qu'on a un conjoint, une conjointe qui travaille? Est-ce qu'on a mis des sous de côté? Ça, c'est un vrai questionnement, hein, cette viabilité économique à l'installation. Et ensuite, si on compare vraiment dans l'installation à bas coût et l'installation à haut coût, ce qu'on voit, c'est que dans le modèle, hein, d'un point de vue purement économique, l'installation à haut coût, hein, semble plus favorable. On a plus de chances de viabilité économique. Alors je vous rappelle, l'installation à haut coût, c'est dire on va investir dans du matériel neuf et on ne fait pas d'autoconstruction. Donc on augmente les emprunts et donc on augmente les remboursements. Par contre, on économise du travail, hein, et on peut, avec ce travail, le dédier à la production. Et en fait, on voit que c'est plus intéressant économiquement qu'une installation à bas coût, où en fait, certes, on va diminuer les emprunts, mais la surcharge de travail est telle d'autoconstruire, de faire de la récupération, que ça peut fragiliser la viabilité économique de la structure, hein, parce qu'on augmente énormément le temps de travail. Donc ça ne veut pas dire, hein, qu'il ne faut pas s'installer à bas coût et qu'il faut absolument tout acheter neuf, hein. C'est encore une fois à tempérer, mais ça veut juste dire que si on part sur une logique d'installation à bas coût et d'autoconstruction, il ne faut pas du tout négliger cette surcharge de travail au départ, et donc il faut réfléchir éventuellement à des stratégies pour absorber cette surcharge de travail. Dans le modèle, hein, on considère que chaque heure de travail est rémunérée, hein, donc c'est pour ça aussi que l'installation à bas coût, on a plus de travail qui finalement n'est pas rémunéré, hein, quand on autoconstruit ou qu'on passe du temps à récupérer du matériel, ça c'est pas rémunéré, donc économiquement c'est moins intéressant. Mais ceux qui s'installent à bas coût, souvent, ont d'autres stratégies qui vont être par exemple d'organiser des chantiers collectifs participatifs où des amis, un groupe d'Amapiens va aider à monter une serre. Donc ça, bien sûr, c'est à considérer et c'est pas intégré dans le modèle. Mais voilà, l'enseignement de ça, c'est attention à l'installation, il peut y avoir une fragilité économique, comment on fait pour avoir des revenus complémentaires ou en tout cas une marge de sécurité, éventuellement un petit peu d'argent de côté, et si on est dans des dynamiques d'autoconstruction, comment on absorbe ça, donc éventuellement avec de la participation citoyenne. Alors si on reprend toutes les différentes hypothèses en termes de système technique, de système de commercialisation, d'hypothèses d'investissement, et qu'on regarde à chaque fois les critères de viabilité économique en termes de revenus minimal mensuel et de travail maximal, on peut faire ce tableau, hein, qui est là, qui montre à chaque fois
les pourcentages de chances d'y arriver. Ce tableau est disponible dans le rapport, il est bien détaillé, donc vous pourrez vous y reporter. Encore une fois, c'est à prendre avec un regard critique, mais ça permet quand même de voir que, mettons, si on dit, bah voilà, mon objectif c'est de gagner 1400 euros net sans dépasser 1800 heures de travail, c'est la dernière ligne, tout en étant dans une installation à bas coût, et ben on voit que les premières années, les chances de viabilité sont très très faibles. Donc ça permet quand même de se dire que qu'il y a des points de vigilance à avoir et que ça peut permettre aussi d'être un peu plus raisonnable dans ses objectifs de revenus et temps de travail par rapport à ce qu'on considère pertinent en termes de commercialisation et de système technique et d'investissement. Voilà, donc la conclusion de ce travail, c'est que des fermes maraîchères bio diversifiées avec peu de motorisation et des pratiques bas intrants, ça peut être viable économiquement sur des petites surfaces, et que c'est pour ces micro-fermes, la logique classique, très motorisée avec beaucoup d'investissement, n'est pas forcément la plus adaptée. Il faut vraiment réfléchir à la spécificité de la petite surface. Mais par contre, on voit bien que malgré tout, les objectifs de revenus auxquels on peut prétendre ne sont pas non plus très très élevés, et que la viabilité économique n'est jamais garantie à 100%, ça dépend des objectifs, ça reste compliqué à l'installation. Et donc voilà, c'est-à-dire que les micro-fermes ne sont pas des utopies, ça peut marcher, mais c'est en aucun cas, il n'y a pas de gage de réussite et tout dépendra de la cohérence du projet. Donc c'est vraiment important de bien réfléchir économiquement son projet. Alors on peut se questionner aussi sur les leviers pour augmenter les chances de viabilité économique. Là, dans le modèle, par exemple, à l'installation, on considérait que le maraîcher avait zéro capital propre. Et dans le modèle, on considérait aussi que le maraîcher avait une dotation jeunes agriculteurs à l'installation. Mais on peut aussi se questionner sur la possibilité de faire appel à d'autres aides. Il y a aussi des aides départementales, des aides régionales, qui n'étaient pas intégrées dans le modèle parce qu'elles sont variables selon les territoires. Mais ça peut être aussi un levier pour limiter les emprunts et limiter la pression à l'installation. Donc c'est aussi à considérer. Et aussi, de manière générale, dans le modèle, je considérais que tout le travail était rémunéré et qu'on avait un maraîcher ou une maraîchère, mais il y a clairement des dimensions collectives qui peuvent être intéressantes à considérer en termes de mutualisation, d'entraide. Si on est deux maraîchers, par exemple, sur une micro-ferme, il y a un certain nombre de coûts qui peuvent être partagés. Par exemple, si on fait un forage, il y a un coût unitaire de forage. Si on est deux maraîchers sur ce forage, ça va aussi un peu diluer finalement l'investissement. Il y a un certain nombre de travaux qui sont plus efficaces à faire à deux. On peut bien sûr avoir de l'entraide et puis on peut aussi avoir une forme de travail bénévole sur différentes formes, des chantiers participatifs, éventuellement des stagiaires, même s'il faut être vigilant sur la question des stagiaires. On entend souvent, oui, il y a des micro-fermes qui tournent uniquement à cause de stagiaires. Souvent, si on prend des stagiaires, par exemple en BPREA, certes, ils apportent une force de travail, mais beaucoup de maraîchers disent qu'en échange, il faut les former, il faut prendre du temps pour leur parler, etc. Et que des fois, le travail qu'on va gagner avec un stagiaire, quelque part, il est compensé par le temps qu'on va prendre pour le former. Donc, c'est pas non plus embaucher des armées de stagiaires, c'est loin d'être non plus la solution ultime. Il y a un certain nombre de maraîchers d'ailleurs qui sont hostiles à cette solution parce qu'ils considèrent que c'est une forme de travail dissimulé. Donc il y a aussi à réfléchir à comment on se positionne par rapport à ça. Il faut aussi du coup considérer d'autres sources de revenus, on en a déjà parlé, éventuellement un conjoint, une conjointe, c'est quand même intéressant les premières années d'avoir une autre source de revenus si on est dans un foyer, et puis éventuellement, pourquoi pas, sur une ferme, d'autres activités agricoles, d'autres ateliers, voire des activités non agricoles. On voit ça en particulier sur des micro-fermes par exemple qui sont proches du milieu urbain, ou sur la ferme on peut avoir des activités pédagogiques ou d'événementiels qui peuvent apporter aussi d'autres sources de revenus. Donc ça, c'est à intégrer, même si c'est bien sûr pas si évident parce que ça demande de diversifier ses compétences et c'est plus de problèmes d'organisation. Dans le modèle, là aussi, on considérait de la commercialisation en panier, à des prix moyens, mais bien sûr, un des leviers possibles, c'est aussi de viser d'autres circuits de commercialisation, par exemple des restaurants, avec des prix plus élevés. Il y a certains maraîchers qui peuvent
vouloir avoir une forte partie de leur production qui est vendue comme ça à des restaurants. Alors pareil, il faut bien réfléchir, ça dépend de ce qu'on veut faire, ça dépend aussi de quel est l'objectif de la ferme. Pour certains, vendre uniquement à des restaurants, bah, c'est pas satisfaisant parce que on perd une dimension nourricière de nourrir, on va dire, la communauté locale. Donc pour certains, c'est pas envisageable. Pour d'autres, ça peut être un compromis possible en disant, bah, je sais pas, il y a une partie de ma production qui va être dédiée à des restaurants, qui va être assez bien valorisée et ça va me mettre du beurre des épinards et ça va me donner un socle économique qui me permettra d'être robuste pour vendre le reste de mes légumes à des prix accessibles au plus grand nombre. Donc c'est à chacun de trouver aussi un équilibre. Puis il y a aussi l'innovation technique, hein. Moi, quand j'ai fait ma thèse, les microfermes que j'ai enquêtées étaient relativement jeunes, hein. Et il y avait encore beaucoup de questionnements. Dès que j'allais voir des maraîchers, chaque année, ils me disaient qu'ils étaient encore en train de tester, d'expérimenter, et la plupart avaient l'impression qu'il y avait encore beaucoup de marge de manœuvre et de levier technique à inventer sur ces microstructures en termes de densification, en termes d'association de cultures, en termes de travail alternatif, en termes de gestion alternative des adventices. Donc, il y a aussi des marges de progrès à faire. Donc, ces données que je vous présente, elles sont un peu une photo à un instant T, qui est déjà maintenant un peu datée, puisque c'est des données qui datent de 2014 et 2016. Et donc, c'est intéressant d'aller voir aussi des données plus récentes et de voir quels sont les progrès en cours sur les microfermes. Donc, voilà, hein, plus globalement, hein, je répète les points de vigilance par rapport à ce travail. Ça donne des pistes de réflexion, ça donne des ordres de grandeur, mais il y a d'autres projets en cours ou qui viennent d'être terminés, qui ont fait l'acquisition de références sur des microfermes dans d'autres contextes, dans d'autres zones géographiques, sur le plus grand nombre de fermes. Dans le rapport de diffusion de ma thèse, il y a indiqué un certain nombre de ces projets en cours, donc ça peut permettre d'aller chercher ces nouvelles références qui sont parues ou qui vont paraître. Et c'est très intéressant aussi de s'informer des résultats, des références économiques de la zone dans laquelle on va s'installer, parce que chaque contexte est différent, de aussi regarder ce que fait son maître de stage si on est en stage, de croiser les sources, de questionner, et en tout cas vraiment, faut être prudent aussi dans le dimensionnement de son projet. Donc dans le rapport que j'ai publié, je donne quelques pistes pour dimensionner son projet, par exemple par rapport à des rendements de référence ou par rapport à des temps de référence. Il peut être prudent au départ de considérer des hypothèses un peu pessimistes, dire voilà, bah, si mon rendement de référence est de temps, bah, je considère que les premières années, je vais prendre 20% en moins en considérant que à l'installation, je serai moins bon techniquement et puis peut-être qu'au fur et à mesure des années, je vais augmenter mes rendements. Voilà, on peut aussi faire varier les hypothèses et considérer un peu des marges d'erreur et des marges de perte quand on dimensionne son projet. En tout cas, il y a vraiment intérêt de bien réfléchir tout ça et bah, je vous encourage à le faire. Voilà, bon courage.